Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Ce mois-ci, c'est Camille, sage-femme en maison de naissance, qui va aborder très en détail et avec une douceur toute particulière la préparation à l'accouchement. En effet, dans ces structures où les familles bénéficient de l'accompagnement global à la naissance, le rythme des séances, les thématiques abordées et bien sûr l'approche physiologique de ce qui va se passer dans le corps de la femme sont tout autant de sujets de discussion. Camille nous partagera aussi ce qui lui paraît essentiel, que ce soit dans l'accueil des émotions, ainsi que l'écoute et la confiance offerte aux personnes qu'elle accompagne pour que tout se passe le mieux possible le jour J, quelles que soient les circonstances et le lieu de naissance. Profitez des paroles apaisantes et réconfortantes de Camille pour en apprendre plus sur l'approche de la préparation à l'accouchement en maison de naissance. Bonjour Camille. Bonjour Julie. Bonjour Camille, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour Capucine. Donc aujourd'hui, on te reçoit dans le cadre de notre thématique du mois bien préparé. On a choisi de t'inviter pour nous expliquer comment, en maison de naissance, les sages-femmes accompagnent les futurs parents vers l'accouchement. Et tu vas notamment nous parler de comment vous vous organisez pour les guider, les préparer à ce moment si particulier à deux. On va parler d'autonomie, de transmission, mais aussi du rôle essentiel des sages-femmes, qui sont des piliers rassurants et référents tout au long de ce parcours. On a donc à cœur que tu nous partages ton expérience et tout ce qui fait la richesse de cet accompagnement. Mais avant de continuer, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît ? Donc je suis Camille, j'ai 36 ans et j'habite en Alsace, à Tambach-la-Ville, dans un village du vignoble alsacien. Je suis sage-femme depuis 15 ans et j'exerce à la maison de naissance Manala depuis 5 ans. J'ai 2 enfants, je suis mariée à Thomas et mes 2 enfants s'appellent Robin et Marion. Ils ont 8 et 10 ans. D'accord. Bien, merci pour ce joli portrait. Et maintenant, est-ce que tu peux, à ton tour, nous partager ce qu'est une maison de naissance ? Alors, pour moi, une maison de naissance, c'est d'abord une maison. Et c'est un lieu où des familles choisissent d'être accompagnées par des sages-femmes pour mettre au monde leur enfant naturellement. Merci pour cette nouvelle définition qui s'ajoute à toutes celles qu'on a pu recueillir jusqu'à présent et qui va compléter un petit peu tout ça pour le plaisir de nos auditeurs. Je vous en prie. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire où tu as été formée, nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené vers le métier de sage-femme ? Déjà, je me questionnais au début du collège et je savais que je voulais soit être sage-femme, soit gynéco-obstétricien. Et à la fin du collège, j'ai choisi si je voulais être sage-femme ou gynéco-obstétricien et j'ai choisi d'accompagner les familles plutôt que d'être dans la technique et les pathologies et l'urgence, mais finalement que de passage. Mes premières naissances, j'avais 17 ans, je pense. Je venais déjà observer des naissances et j'avais souhaité faire pas mal de stages en milieu hospitalier. Et puis, quand on est en troisième, en seconde, on peut faire des stages en entreprise. Et puis, moi, j'avais demandé à aller en salle de naissance, mais étant mineure, c'était pas évident de faire ces stages-là. Donc, j'ai pu aller en gynécologie, puis en orthopédie. À chaque fois, on me refusait la maternité et la salle de naissance. Et puis, finalement, c'est par le bouche à oreille que j'ai fait la connaissance de consoeurs qui m'ont permis de venir observer des naissances, 100% observation. Pour autant, sur quelques naissances rapides, ça m'est arrivé de réceptionner des bébés. Trop bien. Incroyable, à 17 ans du coup, enfin mineure. En terminale, j'ai fait les premières
peut-être journées, peut-être 3 jours. Et puis, en fac de médecine ensuite, pour devenir sage-femme, il faut, réussir, la première année de médecine et puis ensuite, être 4 ans, en école de sage-femme, puis maintenant ça passe à 5 ans. Donc 6 ans au total. Et du coup, j'ai dû faire, 2 premières années de médecine et c'est vrai que ça m'a remotivée de refaire des gardes en salle de naissance quand j'étais en fac de médecine. Et c'est là qu'effectivement, on m'a proposé, sur des naissances rapides, d'attraper un bébé et puis, chez Qu'est-ce que je revenais, tout émerveillée et je savais que c'était ma place et C'est une chance, c'est bien. oui, c'est une chance. Après, il a fallu que je me batte pour ça et en même temps, je suis très, très reconnaissante, des consoeurs qui m'ont permis, d'avoir cette expérience-là. Ouais, j'ai adoré et puis, quand je revenais chez moi, j'avais envie de raconter encore et encore et encore. Et ensuite, quand j'ai démarré les études, j'ai déchanté. Les études sont pas évidentes, hein, aussi bien sage-femme qu'infirmière. On fait face aussi au deuil, hein, en tant que sage-femme. On se pose la question aussi de, quelle place on veut prendre, dans cet accompagnement du deuil. Donc j'ai fini par y trouver aussi une certaine place. Mais voilà, la rencontre avec cette facette-là dans le métier peut se faire vraiment de façon, brutale en fonction, des personnes qui nous ont, amenés là-dedans. Et puis, voilà, j'ai fait mes études, là, s'est posé la question aussi du mémoire où, là, j'avais envie de travailler sur l'accouchement accroupi, sur l'accouchement sur le côté, c'est des choses qui avaient déjà été faites. Par contre, on n'avait pas étudié les différents types de mobilité, en fait. J'étais vraiment étonnée quand je voyais une femme qui arrivait et puis qui se laissait faire et puis qui disait: «Mais accouchez-moi» ou «Sortez-le». Et puis voilà, elles sont branchées de partout et qu'est-ce qui fait? Puis en plus, on est dans le fer, hein. Qu'est-ce qui accouche? On attend que ça soit la sage-femme qui accouche ou le médecin qui accouche. Et puis j'en voyais d'autres qui arrivaient, qui respiraient, qui avaient des outils, qui étaient préparés, qui peut-être à un moment donné étaient démunis, mais en tout cas qui étaient actrices de leur accouchement. Mmh. Et en fait, instinctivement, on va se dire: «Mais celle qui bouge, qui a des outils, qui accepte d'avoir des sensations, qui s'est préparée et bien finalement, est-ce que, ça pourrait favoriser le bon déroulement du travail? Au contraire d'être allongé à plat sur le dos, on se doute que la mécanique obstétricale doit de base un peu moins bien fonctionner. Et puis donc j'ai monté une étude qui a permis d'étudier 2 types de mobilité. Une mobilité, de femmes qui accouchent, sous péridurale, qui sont quand même actrices de leur accouchement, hein. Ça, j'ai un petit peu modifié ça avec mon directeur de mémoire qui m'avait dit qu'il y avait un biais si il y avait une différence de motivation. Donc voilà, j'ai étudié la mobilité, au cours, du travail de l'accouchement, sur les femmes qui décident d'accoucher avec une péridurale. Et puis, tout en étant guidée par une sage-femme, donc qui va, en fonction, de l'examen, de l'avancée, du travail, proposer des postures, en comparaison avec des femmes qui, avaient le projet d'accoucher dans une maison de naissance et qui, étaient préparées à accoucher naturellement. On avait une mobilité plutôt spontanée, hein, d'un côté versus une mobilité plutôt induite par la sage-femme. On a vu d'un côté comme de l'autre, on pouvait aussi, se dire qu'il y avait une certaine spontanéité chez les femmes qui quand même avaient une péridurale et à l'inverse une certaine, induction par la sage-femme aussi par celles qui étaient préparées, par les sages-femmes qu'elles connaissaient. Oui. Mais voilà, donc c'était très passionnant, ça a permis de voir évidemment qu'il y avait des durées de travail, diminuées, de moitié, moins d'extraction, moins de césarienne, plus de bébés qui allaient bien, moins d'effets aussi sur le périnée, moins de déchirures et puis, voilà, on étude aussi des saignements. Ouais, Ouais. super intéressant. Non, malheureusement, j'ai pas publié, mais on m'avait proposé, mais Ouais. bon, c'est passé et puis finalement, il y a eu d'autres choses de faites C'est dommage, ouais. et puis après, j'ai travaillé à l'hôpital, voilà. Ouais, j'allais dire, du coup, pendant tes études, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir à l'étranger ou pas du Alors tout? pendant mes études, non. Non, non, j'ai toujours rêvé, faire de l'humanitaire, mais finalement, ça s'est pas fait. Je connaissais déjà les maisons de naissance, en fait, avant même, de rentrer. Je crois qu'à l'entrée à l'école de sage-femme, ça a été l'ouverture de la maison de naissance, en fait, de Pontoise, hein. Pontoise, D'accord, c'est, ouais. j'ai fait mes études à Poissy, en région parisienne et puis, l'hôpital dans lequel je faisais tous mes stages et dans lequel je voulais travailler, après, c'était à Pontoise. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet de maison de naissance qui était vraiment pionnier, hein. Il était avant la loi de 2013 et décret d'application de 2015 qui a permis toutes ces maisons de naissance-là. Ça c'est resté qu'un projet. Elles auraient pu arriver avec, un fonctionnement, mais
C'est toujours difficile quand il y a des personnes qui sont favorables Ouais. à un projet, puis ensuite, toutes les personnes changent, chef de service, cadre supérieur, chef de pôle, et Oui. du coup, pour passer sur des personnes défavorables et voilà. Mais en tout cas, il y a 2 sages-femmes qui ont fait fonctionner cette maison de naissance pendant 10 ans et donc je suis très reconnaissante aussi de ça. C'est un lieu dans lequel mes enfants sont nés, dans lequel aussi j'ai accompagné, des naissances, quelques naissances aussi d'amis. Voilà, ce qui était différent, c'était que c'était des sages-femmes qui étaient salariées par l'hôpital. On avait dit que les locaux étaient trop dans l'hôpital. Normalement, il fallait des locaux, peut-être attenants à l'hôpital, sans route à traverser. Alors finalement, on se rend compte qu'il y a plein de maisons de naissance dans lesquelles, les locaux sont dans l'hôpital. Enfin, Ouais. bon, ouais, il y avait pas mal de prétextes. Salariés, on se rend compte que la maison à Grenoble travaille aussi comme ça. Ça aurait pu se faire, mais c'est sûr que c'était une petite, à la base, dans les textes, c'était prévu vraiment d'avoir une structure autonome gérée par des sages-femmes libérales, qui louent les locaux à l'hôpital, mais pas de salariés à l'hôpital. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous dire, donc tu nous disais que tu avais travaillé aussi à l'hôpital, est-ce que tu peux nous faire un point sur les différentes structures dans lesquelles tu es passée, au niveau Alors j'ai professionnel? travaillé que à Pontoise. Voilà, je voulais vraiment D'accord. travailler que là-bas. Je savais que j'avais en accueillant les couples, il n'y avait pas directement, la seringue de cytosine et de péridurale qui était préparée d'emblée, contrairement à d'autres lieux de stage où je pouvais observer ça. On se disait: «D'emblée, il y aura un moment, elle aura forcément envie de la péridurale, même si elle ne le veut pas de base». Puis forcément, qui dit péridurale dit, tout d'un coup, un peu moins de contraction, du coup, on remet de l'ocytocine et puis voilà. Donc ça, moi, je voulais surtout pas travailler dans ces lieux-là et en fait, à Pontoise, c'est vrai que je voyais des consoeurs, qui accueillaient, les bébés dans n'importe quelle position, que la femme elle est debout, hop, voilà, elle s'accroupit, elle attrape et puis c'est on se dit pas: «Tiens, il faut se coucher directement pour la naissance», juste parce qu'il y a un lit dans cette salle de naissance. C'était quand même une grosse usine, on est monté à un moment donné à plus de 5 000 naissances dans l'année. Ah Il oui. y a un moment, je vous laisse la sonnette, je reviens quand je peux, mais on vient pas. Enfin, clairement, moi, je suis intimement convaincue que les parents sont 20 fois mieux accompagnés là, comme ça, en accompagnement global à la naissance, en étant en one to one, ça, j'étais intimement convaincue Mmh. qu'il fallait du one to one, une femme pour une sage-femme. Et puis, en fait, non, c'est 2 sages-femmes pour une femme, pour, une famille. Et ça, je reviendrai, surtout pas en arrière là-dessus, quoi. Voilà, donc Oui, j'imagine. j'ai eu envie de venir, dans l'accompagnement global à la naissance, le fait de se connaître, on ne se lève pas à 3:00 du mat pour, n'importe qui, il y a aussi le bénéfice des Ouais. parents de nous connaître, mais aussi nous. Voilà, c'est pas évident de sortir de son lit à 3:00 du mat et de gratter des pare-brises, l'hiver. Mais donc si on connaît les parents et tout de suite on se dit: «Allez, ils vont avoir leur petit» et puis c'est un peu plus facile de se lever, je pense. Et puis aussi parce qu'on Ouais. sait qu'on débloque des choses aussi du fait de se connaître plus facilement. Voilà, donc Mmh. j'ai étudié comment je pouvais travailler dans l'accompagnement global à la naissance. Je me suis posé la question, d'immigrer, et c'est là que je suis allée voir, d'autres structures, Ouais. au Québec, en Suisse aussi. Et puis, finalement la vie a fait que, j'ai décidé de rester en France. C'était aussi un choix de couple. Je me suis posé aussi la question de l'accompagnement des naissances à domicile. Et puis finalement, au bout de 2 ans et demi de recherche, de lecture, de formation sur l'accouchement extra-hospitalier, de stages aussi dans différentes maisons de naissance, de plein de postulations, j'ai décidé d'immigrer en Alsace. Ouais. C'est une petite immigration et finalement je suis ravie de découvrir, cette magnifique région, et puis j'y retrouve des sources aussi finalement. Quand tu disais, que tu es passée par le Québec et tout ça, c'était juste, de simples visites, de curiosité ou tu as pu y faire, un temps Ah oui, professionnel? oui, à chaque fois j'avais une convention de stage. J'ai Oui, c'était des Ouais, ouais. stages, ouais. Alors pour le Québec, on avait, si je me souviens bien, fait 3 semaines de voyage en famille, puis je suis restée, 2 semaines dans le pays, à venir en stage, pendant les 2 semaines. D'accord. Voilà, je rêve qu'on puisse fonctionner comme elle aussi, Ouais. où finalement les couples, en étant suivis par les sages-femmes de la maison de naissance, puissent choisir si leur lieu de naissance sera l'équivalent du plateau technique ici en France. Donc s'ils choisissent d'avoir leur petit à l'hôpital ou à la maison de naissance ou à domicile, toujours accompagnés par les sages-femmes de la maison de naissance. Voilà. Et les maisons de naissance là-bas sont Ouais. pas accolées à l'hôpital, On nous demande, au niveau des décrets, d'avoir, 5 minutes, de transfert quand on est dans le cadre d'un transfert urgent, donc 5 minutes maximum entre la chambre de naissance et la salle de naissance ou le bloc obstétrical. Au Québec, 20 minutes, c'est tout aussi sécuritaire. 20 minutes, voire une demi-heure quand ils Ouais. inspectent un domicile.
Mais le domicile est inspecté, voilà. On vérifie que le brancard passe, on vérifie qu'on capte, que la lumière est allumée sous le porche, que c'est déneigé même avec 3 mètres de neige, ça marche. Voilà, et chez nous, 5 minutes. Bon, pourtant les Québécoises sont faites Ouais. pareil que les Françaises, mais il y a encore de la confiance à avoir, voilà. En tout cas, quand tout va bien, hein, on Oui. parle d'une grossesse physiologique, d'un accouchement présumé normal. Oui, bien sûr. Oui, et à Baresque, ouais, comme on dit souvent. Voilà. Puis je temporise un tout petit peu mes propos, c'est que notre système aussi de SMUR n'est pas aussi performant. Donc voilà, quand Oui. on appelle, il faut savoir quand même que la démographie médicale, elle est pas très bonne, donc il y a des délais qu'il y a sûrement pas chez eux. Voilà. Mais si on travaillait un peu plus Oui. sur le transfert, eh bien, ce serait sûrement plus facile. Mmh. On a eu une invitée qui a pu accoucher au Canada et qui en parlait un peu des Ouais. maisons de Je l'ai naissance. écouté, Erika. Ouais, ouais. Je rêve de voir son spectacle, enfin l'un de ses spectacles, mais je vais me renseigner. Mmh. Ça vaut le Ça marche, coup, ouais. elle est en tournée. Et donc, tu disais que tu connaissais les maisons de naissance depuis longtemps, donc tu as émigré en Alsace. Est-ce que tu as émigré parce que tu savais qu'il y avait une maison de naissance ou est-ce Ouais. que tu as atterri par hasard et après tu as rejoint le projet? Comment s'est fait cette aventure vers Manala? Eh bien, voilà, multiples recherches, formation, lecture, voilà. Se poser la question aussi de la filière physiologique à côté de chez moi. Mais c'est vrai que, il y Mmh. avait pas la même confiance. Il y avait aussi le fait d'être salarié où là, on va nous dire: «Bah, tiens, notre temps de consultation, c'est une demi-heure». Ah bah, moi, je sais pas faire une consultation en une demi-heure. S'il y a pas que, l'examen clinique, l'interrogatoire et puis, c'est tout. Enfin, finalement, là, je vais rejoindre un peu le thème, qui va être abordé. Il y a aussi de la préparation, en consultation, Mmh. et puis de la prévention. Voilà, en une demi-heure, je savais que ce serait pas ce qu'il fallait pour moi. Mais j'étais prête à le faire si aussi ça avait été un choix familial, en fait, et puis finalement, mon conjoint était Mmh. OK et donc ça, je suis très, très reconnaissante d'avoir pu, faire déménager toute la famille, en fait, Les enfants ont dû changer Oui. d'école, on a vendu la maison et puis on est arrivé avec le camion de déménagement, voilà. J'ai rencontré les consoeurs, quand j'ai postulé, à la maison de naissance à Manala, il y avait une annonce de sage-femme d'accompagnement global. C'est d'ailleurs ma propre sage-femme qui me l'a transmise. J'ai fait une lettre de motivation, on s'est eu le lendemain au téléphone. 3 jours après, je devais faire ou une semaine après, je devais faire une immersion en Suisse, en vue d'immigrer en Suisse et c'est vrai que ça correspondait un peu moins à un projet de couple là-bas. Voilà, finalement, j'ai postulé à Manala. J'ai rencontré, Pauline et Marie-André, juste avant le confinement et en fait, je suis arrivée 3 mois après avec le camion de déménagement. Alors pour elle, ça a été très soudain, mais pour moi, ça a été 2 ans et demi de recherche. Ouais. C'était tellement abouti dans mon parcours, enfin, ça faisait quelques mois qu'on essayait de Oui. vendre la maison, j'en étais à ma, je sais plus, 5e ou 6e visite de maison de naissance, structure ou 7e, enfin, Ouais. très abouti. Ouais, pour toi, c'était le bon Oui, je vois moment. ça. Voilà, on va dire que la seule région où j'ai pas postulé, c'est effectivement à Paris. On avait aussi envie d'un cadre de vie, et la région est magnifique, que j'explore pas assez parce que je fais beaucoup d'astreintes aussi, mais dès que je le suis plus, c'est vrai que je savoure cette belle région. Tant mieux si en plus le cadre te plaît. Mmh. C'est ça donne envie d'aller faire un tour. Bah, vous serez les bienvenus. Merci. N'hésitez pas à faire un coucou et à venir visiter Manala aussi. Ce serait Ah bah avec oui, nous, plaisir. on aimerait bien faire le tour des maisons de naissance. Le jour où on aura le budget pour faire un petit tour de France des maisons de naissance. Ouais. Ce serait un chouette périple. Tu viens, d'aborder le fait, qu'on allait parler justement de la préparation à la naissance. C'est, le thème de notre interview, comme on l'a dit au début, et on va commencer par une question très vaste, mais qui va sans doute un peu, lancer, l'histoire. Certaines personnes, pensent que l'accouchement est forcément imprévisible pour, de multiples raisons et qu'il est d'une certaine façon impossible de s'y préparer complètement. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui ont, cette pensée? En fait, oui, totalement. Je dis toujours aux parents quand on organise les préparations à la naissance que, je leur parle de séances de préparation à la naissance et pas de cours. Mmh. Je vais pas leur apprendre à Mmh. accoucher. Je sais qu'elles savent faire et souvent quand c'est un premier, les femmes doutent et quand il y a eu beaucoup de médicalisation pour l'aîné, les femmes doutent. Mmh. Voilà, mais celle qui a déjà accouché naturellement me dit: «Bah oui, bah oui, je sais que je sais faire». Par contre, on peut venir expliquer quel est le processus normal de la naissance, toute l'instinctivité qu'on va accepter de ressentir et puis, surtout on va préparer le père.
parce que lui, il faut qu'il accepte d'être rassuré par tous les signes d'intensité chez sa femme. Connaître le processus normal de la naissance, mais aussi être rassuré par les signes d'intensité. Et surtout aussi, ça permet de se connaître. Quand on se connaît, on est plus dans la confiance. Quand on voit sa femme en travail, émettre des sons, grogner, bouger, et puis que ça fait peut-être un petit moment qu'elle a des contractions, à bout d'un moment, on peut même avoir un petit peu de boule, ce qu'elle ressent. Et souvent, il y a un regard, une main posée, en se disant: «Ouais, c'est bien. Tu vois là, regarde les sons là, elle pousse. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu que ce serait comme ça». Voilà. Et souvent, ça suffit. Voilà, parfois, il faut sortir aussi et puis venir discuter un peu plus, venir rassurer Mmh. sur: «Regarde, ça avance et ton bébé va bien et ta femme va bien». Mais voilà, ça permet aussi de faire du lien. Alors je temporise aussi un peu, ce que je dis, c'est que malgré tout, on reste des mammifères évolués avec un énorme cerveau qui nous gêne beaucoup pour bien accoucher et pour bien allaiter. Il réfléchit un peu trop. Voilà, donc on va accepter aussi de le débrancher ce cerveau, mais on peut pas laisser passer aussi toute l'histoire, tout ce qui a été transmis, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau, qu'on nous a répété aussi depuis tout petit. Et puis, de toute façon, oui, femme, tu accoucheras dans la douleur et ce sera forcément très compliqué. Ben non, pas forcément, voilà. Donc, faut accepter aussi de sortir de ça, mais certaines, tant qu'il y a quand même beaucoup de peur, ou Mmh. certains aussi, hein, ça, on invite beaucoup les pères aussi à venir poser ça. Et par exemple, on peut pas venir en maison de naissance juste parce qu'on a peur de la médicalisation. Oui, on n'a pas envie de médicaliser, on a envie d'être acteur de son accouchement, on a envie, de respecter son rythme, celui du bébé, de pouvoir bouger, d'être mobile. Mais si c'est juste pour la peur de l'hôpital, là, je temporise un peu, voilà. Et là, c'est quelque chose qu'on va venir entourer, préparer. On peut proposer vraiment de venir lâcher par rapport à ça. Parce que finalement, la médicalisation, on est aussi content qu'elle existe. On prépare aussi à un éventuel transfert. On prépare à la médicalisation. On dit: «Ben Mmh. oui, mais en fait, là, on est dans une si tout va bien», mais nous, on est souvent les femmes nous disent: «Mais on a l'impression que c'était peut-être, parfois les mots, c'est des petites fées» ou il y avait juste un battement d'ailes de papillon qui passait. C'était vraiment très discret, notre passage. Ou un maudit, voilà, qui apporte de la confiance. Et en fait, on n'est pas là en train de prier que tout va bien. On surveille que tout va bien, hein. Et on surveille et du coup, s'il y a quoi que ce soit, là, on peut ne être très, très présente. Moi, j'ai des parents que j'ai accompagnés et puis, voilà, on n'a pas ils ont pas pu, savoir ce que c'est que de laisser une bulle autour d'elle parce que, clairement, il y a un bébé où là, faut surveiller. Il faut Ouais. surveiller et puis il faut perfuser et puis il faut encourager. Parfois, on est un petit peu entre 2, on peut peut-être rester là et puis parfois on transfère, voilà. Mais, on est dans une naissance où clairement, on passe dans de la médicalisation et on va pas se soumettre à la sélection naturelle. Ouais. Tu nous as expliqué, juste avant aussi, toutes les raisons pour lesquelles, tu avais, œuvré, dans ta vie pour, justement, faire cet accompagnement, global et offrir, tout ce dont tu viens de nous parler, aux personnes qui ont cette envie d'accouchement naturel. L'accompagnement global est souvent décrit comme, quelque chose de très complet et de très personnalisé. D'ailleurs, ce que tu nous dis, difficile finalement de faire des, consultations d'une demi-heure parce qu'il y a potentiellement aussi des réponses à apporter, face à des peurs qui ont besoin d'être déposées, face à tout un tas de choses, qui sont partagées ou nécessaires au moment où tu as le couple face à toi. Et selon toi, en quoi cette, préparation qui est faite en maison de naissance, au moment des consultations et peut-être même au moment des préparations à l'accouchement, qui arrivent à partir du 7e mois, en quoi tout ça, ça influence la façon dont les femmes et les couples vivent leur accouchement? Je pense qu'on va revenir à la base du métier de sage-femme, en fait, qui est, la spécialiste, de la santé de la femme, de la puberté à la ménopause et qui est là quand tout va bien, mais le fait d'être accompagnée par une sage-femme permet aussi de rester dans la physiologie. Voilà, il y a plein de choses qu'on va, cibler, tout simplement alors je pense aussi à l'entretien prénatal, hein, qui est souvent, très riche ou souvent pour nous, alors on essaye de pas le faire dès la première rencontre, hein, plutôt la 2e, la 3e si on s'est rencontrés très tôt, pendant la grossesse. En tant que sage-femme, on va pressentir des choses, mais là, les parents vont pouvoir poser s'ils le souhaitent, hein. Ils peuvent aussi garder des choses secrètes, eux, s'ils le souhaitent. Et pour nous, en tant que sage-femme, ça nous permet, d'avoir, souvent un puzzle qui s'imbrique.
Pourquoi ce couple, ils sont ensemble tous les deux? Quelle est l'histoire de l'un, de l'autre? Quelles sont leurs forces aussi avant d'avoir un bébé? Par quoi ils sont passés? Et puis, s'il y a des fragilités, on peut venir aussi orienter. Peut-être là, tiens, ça, c'est derrière moi, c'est bon, c'est OK. Ou au contraire, ça, voilà, on sent qu'il y a une petite carapace qui s'effrite et puis c'est bien sensible. Ça va être encore plus sensible aussi avec la grossesse en postpartum. Là, on est clairement dans la prévention des dépressions du postpartum, hein, de la mère, mais aussi du Oui. père. Hein. Finalement, on part de la physiologie, mais oui, au niveau médical basique, on est dans la physiologie, mais on va aussi prévenir énormément de choses en accueillant les émotions. Tiens, parler travail grossesse, comment ça va? Combien de temps de trajet? La pénibilité? La vigneronne qui plante des piquets, qui est indépendante, c'est pas la même chose que le télétravail sans trajet. Oui, c'est sûr. Comment elle se prépare aussi à faire son nid? Est-ce qu'elle est en travaux? Comment elle mange? C'est vrai que si en fin de grossesse, on a pris 20-25 kilos, on va peut-être se sentir un peu moins bien que si dès le début, on a expliqué un petit peu quelle est la physiologie du sucre pendant qu'on est enceinte. Et puis, on va penser aussi à toute la mobilité, hein, rester souple, forte avec du souffle. Hein, ça me paraît primordial. Alors évidemment, on accepte de faire de moins en moins haut, moins haut, moins fort aussi, plus on avance dans la grossesse. Mais ça, c'est quelque chose d'important, d'avoir une bonne mobilité. L'alimentation, je reviens dessus, on va chercher les fibres, on va chercher les vitamines, sources de fer, vitamine C, vitamine B9 qui aide à fixer le fer. En fin de grossesse, on va leur dire d'aller chercher la vitamine K. La vitamine K, elle permet d'éviter de saigner. On est dans la prévention, voilà, et on se prépare à accoucher en mangeant des aliments riches en vitamine K toute la fin de grossesse. Le sommeil, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je dors pas de telle heure à telle heure. OK, en fait, si on peut amener une certaine normalité, on devra préciser de faire des siestes, on se prépare à l'arrivée du bébé, c'est comme ça, le sommeil chez la femme enceinte, il y a des insomnies. Par contre, est-ce qu'il y a des ruminations? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à venir poser avec un thérapeute, quelque chose qui est plus sensible là? On peut avoir besoin de rencontrer aussi une assistante sociale aussi. Tiens, je suis indépendante, mais j'ai pas mes indemnités, c'est difficile. Oui, il faudrait voir une assistante sociale. Voilà, on parle aussi on normalise aussi un petit peu tout ce qu'elles peuvent vivre sans pour autant banaliser. Hein, ça permet aussi un petit peu de donner un mode d'emploi de sa femme au partenaire qui vient aussi en consultation. Tiens, qu'est-ce que c'est la gestation? Puis au passage, tiens, on peut parler de dégestation. Quand c'est un premier enfant, on a un mal fou à se préparer à la prénaissance. On n'est que focalisé sur l'accouchement. Mais le postpartum, c'est hyper important de s'y préparer. Voilà, donc quelles sont les modifications du corps à la grossesse? Puis ensuite, quand on va retrouver un nouvel équilibre après la naissance, on accepte que ça soit un nouvel équilibre, puis on accepte que ça soit progressif. Donc on va se préparer à l'après-naissance, le mois d'or. Voilà, accoucher avec un congélateur plein, c'est une évidence, mais si on ne nous l'a pas dit, voilà. Et puis, je parlais du corps, mais dans le corps, évidemment, qu'il y a au niveau cérébral. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à trouver mes mots, j'ai des difficultés à mémoriser. Puis au niveau émotionnel, tout d'un coup, j'ai une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis derrière, il y a une tempête. Voilà, ça, le partenaire est souvent démuni. Ça le fait sourire, en fait. Et ça vient aussi, ça permet d'accueillir ce qu'elle vit. Et puis de dire, mais oui, super, ton cerveau il est en train de se débrancher, ça permettra de bien accoucher. Et puis aussi, ça permettra d'être hypersensible à ce tout petit, ça permettra la survie de l'espèce. Voilà, donc accepter un peu toutes ces modifications, accepter aussi que ça va revenir progressivement. Et ça mettra 6 mois, ça. 6 mois, 9 mois. Puis il restera même des marques dans son cerveau. Voilà, ça se voit à l'IRM, tout ça. Hein. Voilà, on parle aussi du massage du périnée, ce qu'il y a besoin, pas besoin, on se prépare à l'allaitement, tiens, la première fois qu'une femme arrive à exprimer du colostrum, waouh, elle découvre des super pouvoirs. Ça prend du temps de regarder ça ensemble. Tout ça, on peut le faire en consultation, on peut le faire en séance de préparation à la naissance. Toutes les sages-femmes sont différentes et puis c'est clair que mes séances maintenant sont évidemment bien différentes dans 5 ans. Parce qu'on ne cesse d'apprendre, s'enrichir aussi par les échanges entre nous, par les formations. Ce que je déplore, c'est le manque de physiologie dans les études de sage-femme. C'est vraiment très, très pauvre, en fait. Tout ce qu'on transmet en préparation à la naissance aux parents, c'est clairement pas des choses qu'on a appris à l'école. Même le quand venir, quand est-ce que démarre la phase active. Donc voilà, en tout cas, le temps en consultation permet de normaliser, voilà, sans pour autant banaliser. Et ça permet aussi d'orienter. Tiens, il y a des douleurs, ok, peut-être l'ostéo, l'acupuncteur, le chiro.
Est-ce que peut-être le papa, il pourrait aussi dénouer lui des choses, lui montrer comment masser, caresser, dénouer, voilà. Parce que c'est vrai qu'on va pas aller chez l'ostéo 1 fois par semaine. Voilà, je parlais de la psychologue, le centre médico-psychologique, l'assistante sociale, protection maternelle infantile. Parfois, on détecte aussi des violences, hein, donc on alerte aussi là-dessus. Il y a beaucoup à faire, voilà. Et puis évidemment, on oriente aussi vers les médecins traitants, gynéco, mais ça, on passe dans le cadre de la pathologie. Oui, là, Voilà. oui, c'est comment on les prépare à vivre la chose de la manière la plus physiologique et naturelle possible, comme tu disais. Mais après, voilà, il y a toutes les dimensions Oui. de ce qui peut subvenir en termes d'imprévus et tout ça. Ça sera vu d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'interview. Tu viens de nous le dire un petit peu, mais peut-être que tu as des précisions à apporter. On se demandait quelle place t'accorder à la gestion des émotions et des peurs dans la préparation de l'accouchement. Tu viens de nous parler donc de tout ce qui était les accompagnements psychologiques divers et variés. Tu as évoqué aussi la PMI, tout un tas de choses, mais vraiment à ton niveau, vous en consultation, quel temps vous prenez ou comment vous accueillez ça? Tous ces débordements émotionnels en plus qui peuvent être propres, comme tu disais, à la femme, mais impacter le couple, qui peuvent venir aussi de l'homme selon la situation. Donc, même si c'est la femme qui est en gestation, on va dire que c'est un combo de plein d'émotions, quoi. En fait, la consulte, elle démarre toujours par comment ça va. Parfois, on sent juste ça va. C'est très rapide, très sec, et puis ok, on peut enchaîner. Et puis après, petit à petit, on va pouvoir venir dénouer. Parce que, enfin voilà, on sent très bien en tant qu'humain que ce ça va était juste poli, et finalement, on sent qu'on peut aller travailler dessus au cours de la consultation. Et puis, non, il y en a qui arrivent et puis qui posent tout d'un coup et qui pleurent et puis qui s'excusent. Et je sais pas si vous saviez, comme la boîte de mouchoirs, elle sert régulièrement, quoi. Moi, je suis pas très gentille, je donne pas le mouchoir parce que ça permet que ça coule encore un peu plutôt que de sécher d'un coup. Et du coup, ça permet d'accueillir un peu plus. Avec certaines, on va faire de l'ancrage, on va vraiment poser les pieds au sol, on va respirer tranquillement. Chacune va faire sa bulle, puis je vais leur expliquer en fait qu'est-ce qui se passe pour elle. Pourquoi elle a du mal je sais pas moi, tiens, on est au travail et puis il y a une situation où là c'est conflictuel, où j'ai dû défendre ci ou ça toute seule, et en plus là, en étant enceinte, j'arrivais pas à me protéger. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va rappeler qu'est-ce qui se passe pour elle, hein. La bulle, elle est tout le temps fragilisée. Et puis, si c'est trop sensible, il y a un moment, il faut peut-être arrêter, en fait. Si elle arrive plus à se protéger, c'est normal. Il y a une certaine transparence pendant la grossesse où il faut régulièrement refaire sa bulle. Comment on accueille au niveau émotionnel? Ouais, je pense qu'il y a des pauses, il y a de l'écoute. En fonction de la situation, on peut orienter aussi. Celle pour qui c'est sensible, très très sensible, on peut pas faire une consultation 1 fois par semaine, quoi. Mmh. Mais là, on va orienter. OK. Mais vous proposez Mmh. justement quelque chose qui va venir compléter Oui. le suivi de la maison de naissance. Mmh. Alors en fait, quand on dit vous, on a toutes des formations différentes. Enfin moi, ça m'est arrivé de marcher, de souffler, de faire de l'ancrage en imaginant un animal énergétique qui est puissant, qui est stable, qui a des grosses pattes là, le genre qu'on bouscule pas. Et puis voilà, on va peut-être aussi, tiens, celle qui pleure ou celui qui pleure, c'est qui pleure en fait? C'est la femme, c'est la petite fille, c'est peut-être on peut venir aussi la choyer en fait. Mmh. Souvent, de temps en temps, en rigolant, j'ai pris même une petite ordonnance pour le partenaire, faire fabriquer à la fin des récepteurs à l'ocytocine là. Et donc voilà, pour cela, pratiquer caresse, bercement, massage, rire, détente et plus, si affinité. Voilà, de venir vraiment la gâter. Et finalement ça continue encore après la naissance en fait, hein. Prendre soin de nos femmes qui sont en train de mettre au monde l'humanité, c'est quelque chose de primordial. C'est touchant et inspirant la façon que tu as de partager tout ça. Mmh. Le fait de se connaître, je vais pas dire que pour toute femme qui veut avoir une grossesse physiologique doit absolument faire une préparation à la naissance en hypnose, rajouter de l'autonomie, rajouter forcément plein de lectures, hein. Ça rejoint un petit peu la question du début où finalement, quand je parle de séance de préparation à la naissance, je vais pas leur apprendre à accoucher, je sais qu'elles savent faire. Voilà, je parle pas de cours de préparation à la naissance. Ça, j'essaye de les reprendre un petit peu quand ils ont ce vocabulaire-là. On va donner des outils, mais ensuite la femme, elle a vraiment le droit de tout oublier. On sait qu'elle sait faire. Et puis en complément, on peut avoir certaines pour lesquelles on va cibler que là, il faudrait peut-être
de l'hypnose parce que elle a vraiment très très peur de la douleur. Voilà, elle veut accoucher naturellement, mais la douleur quand même là, rien qu'à l'idée, eh bien il y a une grande angoisse. Voilà, donc là peut-être que ce serait bien d'accueillir ça en hypnose. Quand je programme les préparations, je leur propose toujours tout un panel de livres, hein, évidemment la naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs, amplifiez vos super pouvoirs. Et également aussi des livres sur le guide de la naissance naturelle d'Ina Megaskin. On va parler aussi du mois d'or, hein, on se prépare aussi au postpartum. Mais il y en a, ils aiment pas lire. Ben, c'est OK. Finalement, tout ce qu'on va se dire en séance peut suffire. Et puis voilà, ceux qui aiment pas lire, évidemment, grâce à votre podcast, on peut aussi conseiller de l'audio. Voilà, on peut proposer aussi des vidéos sur l'accouchement naturel. Voilà, mais ce serait aussi OK qu'il y ait pas l'envie. Mmh. Ceux qui sont éleveurs, mais qui sont très riches d'observer plein de naissances de mammifères et que, bah oui, quand on met bas, on s'ouvre grand, il y a des glaires, il y a du sang, on amortit la chute, c'est pas bien compliqué, quoi. Voilà, quand tout va bien, évidemment. Dit comme ça paraît super Mais simple. pour beaucoup, c'est simple. La plupart d'entre Oui, nous, c'est simple. Ouais. oui, c'est clair. Voilà. Mais il faut accepter de devenir mammifère. Voilà, ou en tout Oui, c'est cas, ça. non, pas de le devenir puisqu'on l'est, mais on est des mammifères évolués avec ce gros cerveau qui réfléchit. Voilà, donc accepter de débrancher le cerveau qui réfléchit, accepter de laisser monter la part mammifère en nous, l'instinctivité. Et, Mmh. et cette instinctivité, mais ça, c'est une découverte phénoménale de super pouvoir. Les femmes, elles le disent après, hein, elles disent, mais moi j'ai découvert une partie animale, une puissance en moi elles se sentent Wonder Woman, hein. Le truc Mmh. classique après la naissance, c'est celle qui est debout après la naissance, qui mange, un énorme plat de pâtes là. C'est le père qui est couché dans le lit en peau à peau avec son bébé et là on dit: «Non, non, ouf, là maintenant il faut freiner, elle a couché, il faut qu'elle freine, elle reste couchée». Mais elle se sent très, très puissante après. Ouais, ouais et ça Mmh. c'est une expérience, extraordinaire, à vivre soi-même, à le vivre aussi en tant que partenaire parce que, enfin, les pères, ils sortent de là, ils se disent: «Waouh, ma femme, enfin, c'est ma femme, quoi». Enfin, il y a une grande fierté aussi et puis nous aussi, en fait, on est très riches. Enfin, moi, le nombre de fois où je suis émerveillée de ces naissances, cette puissance, mais des capacités aussi d'un tout petit, en fait. Il vient à peine de naître et puis ces mouvements de fouissement et de succion, d'ouvrir la bouche, tirer la langue et hop, il se dirige vers le sein. Enfin, il y a quelque chose vraiment de divin, quoi, même si enfin, quel que soit en quoi vous croyez. Mmh. Mmh. C'est la survie de l'espèce et on sait tout bien faire, quoi. Mmh. Ça laisse sans voix. Voilà et du coup, dans toute cette préparation, je remets toujours, l'église au milieu du village de qui accouche. Voilà, c'est toujours Mmh. la femme. Parfois, on entend sur les naissances inopinées à domicile, c'est le papa qui a accouché sa femme. Bah non, enfin, il a amorti la chute. Il a pas accouché, c'est elle qui a accouché. Il a été chercher des serviettes. En tant que partenaire, et ben, il a fait aussi sa bulle. Il a fait ses yeux, ses oreilles, il a fait toute sa sécurité à elle et ça, c'est ça qu'on va transmettre au père dans nos séances. On va lui transmettre tout le savoir-être autour de la femme qui accouche. Comment soutenir sans déranger et puis aussi poser un regard positif sur l'instinctivité de sa femme. Voilà, Mmh. sur l'intensité des contractions. Ça, je dis souvent, le tennisman qui tape dans sa balle là et puis qui émet des sons là, en tapant dans sa balle et tout le monde dit: «Waouh, il est fort, il donne tout». Une femme qui accouche, on se dit: «Oh là là, la pauvre et j'espère que c'est bientôt fini pour elle». On a parlé notamment d'outils que tu pouvais donner ou d'exercices à faire, pour que les gens, redescendent, en termes de peur ou d'appréhension, sur ce qu'est l'accouchement. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites, concrètement, dans les préparations? Qu'est-ce que vous proposez, aux parents concrètement? Et notamment, est-ce que vous avez des thématiques particulières? Parce qu'on a déjà entendu un peu ça dans diverses interviews, mais ça semble différer d'une maison de naissance à l'autre. Enfin, en tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces préparations et des thématiques? Voilà, là, moi, je vais pouvoir répondre, pour moi parce que finalement, Mmh. ma binôme, même si on va avoir les thèmes qui vont être communs, elle va forcément transmettre des choses, différentes. Et Mmh. puis, bah, ce sera encore différent au sein d'un autre binôme ou trinôme et puis ce sera encore différent au sein d'une autre maison de naissance, voilà.
Après, nous, on a fait le choix de séparer la préparation à la naissance et 7 séances de préparation à la naissance, avec d'un côté le prénatal, de l'autre côté le postnatal. Sur le prénatal, on va faire 4 séances. Une séance qui concerne le travail de A à Z. Voilà, quand venir, comment nous joindre, qu'est-ce qui va faire que j'appelle Pauline ou Camille à 3h du matin. On va avoir donc tout le déroulement du travail de A à Z, mais ensuite, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être réorienté ou transféré, voilà, en cours d'accouchement, puis évidemment après la naissance. La deuxième séance, ça va concerner les hormones, la détente, la relaxation. Et puis là, ça va vraiment être la séance centrale pour moi, qui fait le lien entre toutes les autres séances parce qu'elle parle de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. On va avoir une séance sur les contractions, la douleur, et puis une autre séance sur la poussée. La poussée, on va parler aussi bien de poussée instinctive, mais on peut donner 1 ou 2 petits trucs en plan B, puis en plan C, on va vraiment décrire et puis faire pour de faux une poussée dirigée ensemble. Ça, c'est ce qui pourrait vivre aussi bien en maternité, mais en cas de naissance un peu plus où on a besoin de guider un peu plus la naissance. Sur le postnatal, on va avoir une séance sur l'allaitement, une séance sur le postpartum. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai mon bébé dans les bras? Donc ça va de la délivrance et puis après, qu'est-ce qui se passe à la maison de naissance pendant les 4 heures qui vont suivre? Et puis ensuite, il y a le retour à la maison. Qu'est-ce qu'on va venir surveiller à la maison? Puis entourer, comment se préparer aussi au retour à la maison. Si on peut, on va aller dans les mois qui suivent. Et puis on va faire une séance parentalité. La sage-femme va faire bien connaissance avec le couple pour qui elle fait la préparation à la naissance. C'est l'occasion de parler de parentalité, de comment ils voient les choses. Évidemment, on va parler de parentalité bienveillante, comment ils ont grandi, qu'est-ce que ça fait pour eux de devenir parents, est-ce qu'il pourrait être sensible pour eux. On parle des pleurs aussi de l'enfant, prévention du bébé secoué. On parle du couple, on parle de la fratrie aussi, la jalousie de l'aîné. Ça, c'est évidemment pas un thème qu'on va aborder pour un premier, mais plutôt avec un deuxième. Et surtout, oui, à quel moment cette préparation à la naissance, elle s'arrête? Parce que finalement, en séance de préparation à la naissance, on va pas pouvoir tout dire. Il y a 7 heures. Souvent, on dépasse beaucoup. On peut donner la théorie, en fait, de tiens, en postpartum, qu'est-ce que c'est d'avoir ces pleurs-là qui nous remuent les tripes? Et puis l'instant d'après, est-ce qu'il n'y a pas un problème s'il faudrait que je consulte? Et puis, est-ce que je suis une bonne mère? Et puis, l'instant d'après, on a un sourire qui efface tout. Finalement, voilà, on peut un peu le décrire, mais une fois qu'on le vit, il y aura besoin de réaccueillir ça. Voilà. Et donc, il y a toujours, finalement, quand on passe à la maison, ou même en séance postnatale, ou à l'entretien postnatal, des choses à accueillir. Certains parents pourraient nous dire, tiens, moi, j'aurais aimé tout savoir sur les coliques, ou sur le reflux gastro-œsophagien. Non, on peut pas tout transmettre. Sur l'allaitement, oui, on fait une séance d'1 heure, mais on peut pas tout dire non plus. Nous-mêmes, on n'a pas fini d'apprendre là-dessus. Je veux dire, c'est infini, en fait, ce genre de connaissances. Oui. Donc, ce qu'on va se dire, c'est que, en gros, tout ce qui concerne le postnatal, eh bien, on va leur dire que, on va leur amener de la confiance. Mais ensuite, si on sent que ça roule, on va espacer. Puis après, à tout moment, s'ils ont besoin, ils viennent vers nous. Clairement, un enfant qui dort pas pendant 3 ans, ça, c'est pas possible qu'ils aient pas consulté, par exemple. Hein, voilà, à tout moment, ils peuvent avoir besoin de voir un consultant. Dans les semaines et mois à venir, vous restez disponible pour toutes les questions qui pourraient survenir, même si elles n'ont pas été abordées en prépa. Par exemple, mais après, ça pourrait être aussi bien sur l'adolescence aussi. On peut être démuni avec son enfant à tout moment. Et puis, tiens, on a parlé du terrible two, mais à 6 ans, on se comprend plus. Et puis, il passe du rire aux larmes. Et puis, on réapprend qu'il y a des grands bouleversements hormonaux, des connexions neuronales qui se font à cet âge-là. Ils vont chercher des lectures, peut-être des podcasts, et puis peut-être des professionnels si on est démuni. Et voilà, et c'est ça finalement la parentalité. On apprend en tant que parent, autant qu'on voit notre enfant grandir. Et moi, ça, voilà, ce que je leur transmets juste, c'est qui suis-je pour leur apprendre à être parent? Et en fait, eux, ils vont apprendre. Et par contre, on leur dit, venez vous entourer si vous avez besoin. Et c'est pareil pour le couple. Il peut y avoir besoin d'une tierce personne un jour. Hein, là, ils ont vécu peut-être une naissance phénoménale, ils ont assisté à la puissance, mais peut-être il y a un jour où on peut ne plus se comprendre. Et puis, voilà, une tierce personne peut aider. Dans nos interviews, à la fin de la première partie, qui aborde plutôt le suivi de grossesse, on va finir cette partie en leur demandant s'ils sont prêts, s'ils se sentaient prêts.
quand ils ont fini ce suivi et s'ils étaient prêts à accueillir le moment de l'accouchement. Et la chose qui revient le plus souvent, c'est peut-on être vraiment prêt? Mais oui, j'étais prêt. Enfin, c'est souvent les réponses qu'on nous donne. Ouais, C'est est-ce qu'on peut l'être? Mais oui, je ouais. l'étais. Et c'est assez rigolo, c'est tout le paradoxe de l'accouchement et de se préparer à l'accouchement. C'est on est prêt sans l'être, on n'est pas prêt mais on l'est. Et c'est un peu tout ça à la fois, Ouais. quoi. Comme la parentalité, Il y a quoi. il y a une ambivalence énorme, en fait, de toute façon dans l'humain, encore plus chez la femme enceinte et très certainement aussi chez le père, hein, finalement. Mais Mmh. père, c'est encore, il y a très, très peu de choses qui sont dites chez le père. J'ai décrit ce moment-là où on découvre son bébé, on croise pour la première fois son regard, on atterrit de ses émotions, là, de la désespérance, et ça y est, le petit est là, et l'énorme soulagement et en même temps, waouh, quoi, il y a des larmes, des rires, parfois des chants, enfin, des mots d'amour, beaucoup. Les parents qui s'embrassent, puis paf, le placenta est là. Je dis toujours aux parents qui pourraient vivre une césarienne en urgence, c'est pas la naissance rêvée, mais prenez le temps de tomber amoureux à 3. Voilà, on forme une bulle, hein, même si on n'a pas pu vivre la naissance ensemble, eh bien, il y a un moment, on se retrouve toujours à 3. Et là, on laisse personne dans les échanges de regards. Et on fait de l'ocytocine. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'ocytocine, il faut avoir un certain temps pour qu'elle vienne. Il faut de l'intimité, de la sécurité, de la confiance. Il faut faire une bulle, hein, et personne qui vient là au milieu de ce triangle pour voler de l'ocytocine. Et je suis intimement convaincue qu'il y a quelque chose qui se joue déjà dans le fait d'avoir le père qui vient en consultation, en préparation à la naissance. Déjà, il prend sa place en tant que père. Ouais, on en a parlé à diverses reprises dans plusieurs thématiques de cette notion de prendre la place et de l'importance de cette place. Et les femmes en parlent elles-mêmes, en fait, quand elles parlent de leur suivi Ouais, et ouais, de la place du père. Et même quand elles parlent de l'accouchement et rien que de la oui, présence, on a divers propos à ce niveau-là sur soit les femmes qui nous rapportent leurs conjoints, soit des conjoints qui nous ont dit avoir peur de pas se sentir utile. ouais, Et en fait, cette présence, c'est le pilier de tout, ouais. quoi. Et parfois, il y a pas le droit de toucher, mais je suis couchée sur toi. Et parfois, Mmh. il y a un effleurement juste, et puis elle se souviendra de ça toute sa vie. Mmh. Et parfois, je suis assis et j'ai juste le regard Oui, et ouais, non, mais c'est beaucoup de choses, mais c'est une question de présence, quoi. voilà. Et donc, quand je démarre les préparations, eh bien, je dis qu'il y a un thème central à toutes les séances, c'est l'ocytocine. Si on devait mettre un thème, ce serait ça. Que ça soit le prénatal, que ça Mmh. soit le postnatal, finalement, l'ocytocine, elle est partout. Et une séance qui est vraiment centrale, c'est la séance sur les hormones. Comment débrancher son cerveau de mammifère évolué, quels sont les besoins immensément intimes de la femme qui accouche, d'intimité, de sécurité, de confiance, de boire, de pas avoir faim, d'être au chaud. En fait, ce seraient les mêmes besoins que pour la femme qui se délivre, ou pour la femme Mmh. qui allaite, ou aussi dans la parentalité. Je donne très souvent l'exemple d'un enfant qui arrive terrorisé dans la chambre des parents et qui a fait un cauchemar. Qu'est-ce que vous allez faire? Et par exemple, je sais pas, moi, il imagine qu'il y a des petits rats sous la couette qui lui grignotent les pieds. Ben, vous allez pas pouvoir donner d'astuces. Qu'est-ce qu'il sent, lui, dans son corps? Il a le cœur qui bat vite, il respire vite, il sent juste ce stress, il sait presque même plus pourquoi il a peur, il est terrorisé. On va commencer d'abord par le câlin, on va ralentir. Alors, ce câlin, il dure longtemps. Et une fois que l'enfant il est rassuré, il s'est calmé, on peut trouver les astuces anti-menstrues. Mais au début, le cerveau, là, il fonctionne plus du tout, quoi. Donc ça, c'est revenir dans l'ocytocine, dans le moment présent, accepter de ralentir. Pour l'allaitement, si les femmes occidentales allaitent plus difficilement, c'est qu'on n'accepte pas de ralentir, d'être à poil sous la couette avec son bébé. C'est pas possible quand on doit courir à gauche, à droite. Rachida Dati, médiatisée 5 jours après sa césarienne, en train de faire la Mmh. politique. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message, là? Il est où son bébé? Et le maternage? Puis elle vient de s'ouvrir grand pour mettre au monde son bébé, alors par voix haute, pas par voix basse. Et puis voilà, et là, ouais, quel message ça envoie? Ben non, en fait, après la naissance, le corps vient de s'ouvrir grand pour mettre au monde son bébé, on reste couché. Et il faut du monde qui vienne soutenir cette jeune famille. Il faut revenir à un système tribal où on porte l'espace, on fait sans déranger, sans prendre ce bébé qui passe de bras en bras, juste on soutient la jeune famille qui vient d'avoir un bébé. Ça démarre le mois d'or. Mmh.
Donc ça, revenir dans le fonctionnement des hormones, quel que soit le stade, en fait, qu'on soit dans l'accouchement, la délivrance, l'accueil immédiat de ce bébé qui va permettre la délivrance, mais aussi l'attachement. Ça va permettre aussi, après, le père, il fait un pic phénoménal aussi d'hormones à la naissance. Et bien, à ce moment-là, ça lui permettra aussi de passer dans l'attachement, et puis ensuite dans le paternage, on est dans la prévention des divorces. Alors, ça résoudra pas tout, hein, mais ça donnera aussi une base. Et puis, on est aussi dans la prévention des dépressions du postpartum. Puis, voilà, il n'y a pas plus sécure pour un enfant que cette arrivée-là. Et au moment où on croise pour la première fois le regard de son enfant, là, quelque chose d'assez magique. Donc, nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On recule de 3 pas. On couvre la femme. Et puis, on les laisse découvrir leur enfant. C'est comme ça qu'on prévient aussi les saignements. Ça, j'ai pas appris ça à l'école. De reculer de 3 pas pour prévenir l'hémorragie. Parce que si on est trop présente, on dérange. Du coup, elle a plus de risques de saigner. Et puis, si elle croise notre regard, on va lui voler de l'ocytocine. On veut pas lui voler de l'ocytocine. Il faut qu'il la garde pour eux 3. Ça, on fait très, très attention à ça. Parce qu'après, elle va dire, ma sage-femme, mon gynéco, c'est lui qui m'a accouchée. Mais non, ils ont fait ça ensemble. Tiens, d'ailleurs, j'ai une fois un père qui m'a dit, mais qu'est-ce que je fais s'il arrive, ce bébé? Je lui dis, tu l'attrapes, t'as pas eu besoin de moi pour le faire, ton bébé. Il me fait, oui, c'est vrai. Voilà, donc en tout cas, ce thème central des hormones qui permet la survie de l'espèce et puis de prévenir. Moi, c'est ce pourquoi j'ai tout quitté finalement pour venir dans l'accompagnement global à la naissance. Voilà, et ça, souvent, c'est un but ultime. Non, c'est le commencement. Hein, et là, effectivement, on passe dans la parentale. Temps beaucoup plus long que celui de l'accouchement, du coup. Oui. Après, je leur dis aussi, je ne vais pas vous apprendre à être parent, je sais que vous savez faire. Après, on peut donner 1 ou 2 petits trucs. Et puis, à tout moment, on leur dit, si vous vous sentez démunis avec votre enfant, vous pouvez aussi revenir vers nous. Ceux pour qui il y a un premier enfant, j'aborde toujours aussi l'accueil d'un deuxième, d'un troisième enfant. Deuxième enfant, c'est quand même une grande étape. Tiens, c'est le premier enfant, cette grossesse qui était unique. Est-ce que je vais l'aimer aussi fort, ce deuxième enfant qui est là, qui n'est pas aussi concret, puis il va continuer avec un aîné qui est bien, bien présent. Voilà, tout ça, c'est à accueillir. Et puis aussi, là, alors je mets des guillemets sur la jalousie de l'aîné, ça c'est une interprétation des adultes. Quel comportement attendre de l'aîné qui devient grand frère ou grande sœur? Et puis comment on peut faire pour l'aider dans cette étape-là? Ça, c'est toujours aussi des choses que j'aborde. En fait, finalement, cette séance, elle varie aussi beaucoup avec les parents. Oui, c'est personnalisé, comme on disait. Dans la préparation, aussi en consultation, peut-être je l'ai un peu dit, mais à l'entretien et aussi quand Pauline fait le suivi, quand je fais les préparations à la naissance, sur la séance parentalité, je pose toujours la question aussi des violences. C'est sûr qu'à l'accouchement, c'est quand même utile pour nous de savoir qu'il y a eu des violences et puis alors on demande toujours avant de toucher, avant de poser les mains, mais certaines, on sait qu'elles aiment pas du tout être touchées, on va faire très très attention aussi à ça. De base, on va toujours favoriser le partenaire, mais voilà, de se connaître, ça permettra quand même de, nous d'avoir aussi le savoir-être aussi autour d'elle, quoi. Ouais, on a une thématique spéciale réparation qui est passée au mois de mars. Et en effet, du coup, dans cette thématique, on parle de toutes les dimensions, oui, que ça implique. Le travail d'ancrage, en fait, j'en ai un peu parlé, ça a pris peut-être beaucoup de place au début, mais c'est aussi quelque chose que je vais faire avec celles et ceux qui ont vécu des violences aussi. Clairement, je sais comment une consultation démarre, mais jamais comment elle finit, et c'est aussi assez passionnant. Quand on fait de la clinique et de l'humain, c'est souvent comme ça que c'est, quoi. Tiens, j'avais aussi envie de revenir un tout petit peu aussi sur la préparation en consultation. Il y a vraiment une histoire avec le consentement, finalement. Parce que qui accouche? C'est la femme. Voilà, si en consultation, on lui a pas demandé avant de poser les mains sur son ventre, est-ce que je peux? Puis on lui a pas demandé sur, est-ce que ce serait d'accord pour faire tel ou tel examen? Ah bon, je peux choisir? Moi je vous donne les recommandations, puis je vous explique pourquoi il y a ces recommandations. Mais si elle veut pas, c'est son corps, c'est elle qui décide. Je vais pas la forcer. C'est elle qui accouche. C'est aussi une façon de préparer. Oui, c'est sûr. Et de redonner la confiance et la puissance aussi, que de redonner le consentement. Oui, le pouvoir.
lui donner le pouvoir. Le Ouais. pouvoir. Tu viens du coup de nous décrire quelques outils et exercices. Et tout à l'heure, on évoquait aussi la possibilité qu'il y ait des imprévus. Comment, dans le cadre des suivis global à la naissance que vous proposez en maison de naissance, vous préparez aussi les futurs parents à gérer les éventuelles surprises, éventuellement, ça peut être un transfert vers l'hôpital, ça peut être une césarienne d'urgence. Mmh. Comment vous préparez les gens à ce genre de situation qui, du coup, va venir sortir du projet initial d'un accouchement naturel? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on aborde au cours d'une séance et puis régulièrement aussi, hein, qu'on va mettre une petite touche, même déjà quand on visite la maison de naissance, hein. Mmh. Voilà, on explique toujours on part d'une grossesse physio et d'un accouchement présumé normal. À tout moment, on réoriente si tout n'est pas ouvert. Voilà, s'il y a besoin d'un Oui, bien sûr. déclenchement, bah, clairement, il y a une médication, peut y avoir des conséquences, bah, ça se passe pas en maison de naissance. Il y a besoin d'un peu plus de monde autour de la maman et du bébé. Voilà et puis on va venir aussi, c'est la théorie, hein, mais pas toujours évident à vivre, au niveau émotionnel quand on est réorienté. Mais on va venir aussi valoriser les bénéfices de cette médicalisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas, se soumettre à la sélection naturelle. Une césarienne en urgence, mais ça fait rêver personne comme naissance Mmh. et en fait, finalement, tout le monde va bien, Ouais. hein. Si l'espèce a survécu, c'est que, ben, oui, la plupart du temps, tout va bien, mais bon, là, quand même, hein, au XXIe siècle, on a quand même des possibilités qui permettent, qu'il y ait encore plus de monde qui aille bien. Et donc, voilà, on peut avoir une réorientation en fin de grossesse et puis on peut avoir un transfert en cours de travail et puis pendant la poussée. Tiens, qu'est-ce qui se passe pendant la poussée si, ce bébé va pas bien? Puis il faut aller vraiment assez vite pour lui. Donc on peut parler, des césariennes, des extractions instrumentales. Tiens, qu'est-ce que c'est une épisiotomie? Évidemment que tout le monde évite, hein, d'en faire un maximum les épisiotomies de nos jours, mais qu'il y a quand même un risque avec une extraction instrumentale. On parle aussi, des transferts après l'accouchement. Tiens, quelles pourraient être les causes de transfert après l'accouchement? Bon, parfois, clairement, ça saigne ou le placenta se décolle pas, on passe à côté. Ça peut être aussi une maman qui fait un malaise, qui est vraiment très fatiguée, qui peut pas rentrer à la maison, en fait, hein. On rentre à la maison que si on sent qu'on a toutes les ressources, en soi pour rentrer. Et puis ça peut être aussi après la naissance, après le retour à la maison. Moi, ça m'est arrivé, 2 rares fois, de passer à la maison, de me dire: «Tiens, mais ce bébé, en fait, il a une jaunisse, il faut hospitaliser». Bon, on a pu tout faire jusqu'au bout à la maison de naissance, mais finalement, de la maison, il faut passer par l'hôpital. Bah, OK, voilà, on va traiter, puis au final, ça ira bien. Voilà, c'est aussi pour rassurer peut-être l'entourage qui dirait: «Quoi? Mais c'est un premier enfant, puis tu rentres à la maison 4 heures, 4 à 6 heures après la naissance». Mais en fait, nous, on continue de passer tous les jours, hein. Mmh. Moi, je l'ai été cette sage-femme pendant 10 ans qui clique, qui coche en suite de couche, qui doit voir, 17 couples mère-enfant dans 12 heures de garde. Mais ceux qui vont bien, on reste 5 minutes avec. Mmh. Si elle pleure, on se dit: «Mince, bon, allez, on va appeler la psychologue. Ah, s'il y a un besoin, on appelle l'assistante sociale». Mais c'est à quel moment on accompagne réellement bien, quoi. Voilà, moi, ça, c'est vraiment ce pourquoi je suis venue vers l'accompagnement global à la naissance. À l'inverse, hein, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion, de respect aussi pour les consoeurs qui restent sur le terrain, parce qu'il en faut aussi, hein. Quand il y a Ouais, de la bien sûr. pathologie, il faut pouvoir être dans un lieu où il y a plus de monde, voilà. Et c'est vrai que, oui, une hospitalisation, c'est pas toujours très confortable. On est moins au rythme de la mère et du bébé et en même temps, il y a un peu plus de monde qui surveille que tout va bien. Ça répond à d'autres besoins. Mmh. Mmh. Quand on réoriente, voilà, il y a un certain deuil de l'accouchement rêvé en maison de naissance, hein. Mmh. C'est, parfois un peu notre faute, hein. Peut-être que là, même en parlant, je vends du rêve encore. Et en fait, ceux qui reviennent vers nous après une réorientation et qui nous disent, «Ben, voilà, on était très, très déçus d'être réorientés, ça a été un deuil à faire et puis finalement, il y a eu la naissance, on s'est senti plutôt bien entourés, mais finalement on a réussi à le faire et tout naturellement et à l'hôpital et sans vous». Moi là, je leur dis: «C'est gagné». Qu'est-ce qui accouche? C'est toujours la femme. Celui qui fait la bulle, c'est toujours le partenaire. Quand j'ai un transfert en cours d'accouchement, je lui dis: «Mais rapproche-toi encore plus», même s'il y a du monde autour. Évidemment, si on veut passer malgré les câbles, malgré la perf, malgré s'il faut, ça peut apporter de la détente, ça peut permettre de se reposer aussi. Mais ça n'empêche pas que toi, tu restes tout proche d'elle et elle a encore plus besoin de toi, là. Mmh. Oui, finalement, comme tu dis, cette préparation et tout cet accompagnement que vous proposez fait que
quelle que soit l'issue, c'est la maman et le partenaire ou la partenaire qui vont faire ça, on espère, dans les meilleures conditions pour eux, en fonction de ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Oui. Et du coup, quand un transfert devient nécessaire, concrètement, comment vous faites pour les accompagner pour que cette transition soit la plus douce possible? Au moment où tu dois l'annoncer, peut-être à la maman, au couple, physiquement aussi, jusqu'où vous allez, vu qu'il y a un moment Mmh. donné où vous allez donner le relais à votre maternité partenaire, comment ça se passe ces instants? Alors, en fait, il y a différents types de transferts, hein. Il y a des transferts, qui sont tranquilles, on a le temps, hein, de venir, dire: «Écoute, là, je pense au transfert» et puis, «Écoute, là, on va peut-être poser la perfusion» et puis, tranquillement, on va venir dire les choses. Parfois, toutes ces étapes s'enchaînent beaucoup plus vite aussi, hein. Tout dépend, si on est dans un transfert urgent ou pas. Dans le cadre, d'une analgésie, hein, par exemple de soulager quand, ben, on a des heures et des heures de contraction, hein, peut-être 24-36 heures et que ce col bouge pas, voire peu, hein. On parle en médecine, d'une dystocie de démarrage et bien et puis qu'on est passé dans la souffrance, bah, clairement, voilà, on peut avoir soit une demande de la maman, parfois du papa et puis parfois c'est nous qui en parlons aussi, Mmh. qui disons: «Bah, écoute, là, voilà, essaye d'y penser, peut-être à la péridurale, peut-être ça pourrait te soulager, ça te permettra peut-être de lâcher aussi, de te reposer aussi». Puis peut-être aussi de rajouter aussi des médicaments pour aider ce bébé à descendre. Et dans le cas où, c'est un transfert plus urgent, on va dire, ou Oui, si jamais vous décelez justement tout à l'heure tu parlais, soit un problème chez le bébé et ou chez la maman, parce que des fois oui. ça peut se cumuler j'imagine. Comment vous procédez? Pour que ce soit le plus doux possible, on va dire, ou pour que les parents, se sentent le plus accompagnés? Donc quand il y a un transfert qui est déjà envisagé, bah, on prévient, hein, dès qu'on le sait, qu'on y pense. On en a discuté aussi en amont avec la sage-femme de soutien, hein, ça c'est important. La sage-femme de soutien, c'est un deuxième regard médical, Mmh mh. qui permet qu'on soit, voilà, vraiment en sécurité de ce côté-là. Et puis, c'est aussi une deuxième paire de mains qui permettra, s'il faut, parler avec les parents, mais aussi téléphoner pour dire qu'on va transférer, puis ensuite prendre le brancard et puis aussi Mmh. perfuser. Voilà, on va tenir au courant les parents au fur et à mesure en disant: «Ben, je surveille, et puis là, bah, là, ce serait bien de transférer. Voilà, on va perfuser et puis ensuite on va passer à côté». On va faire accélérer les choses si on sent que c'est assez pressé et puis parfois c'est un peu plus tranquille, voilà. On passe en brancard et puis après on arrive en salle de naissance où, les, consoeurs nous ont ouvert, les portes, dans le cadre d'un transfert urgent et puis on arrive directement dans une salle de naissance où, la sage-femme, une auxiliaire de puériculture vont venir, nous accueillir. On fait quelques petites transmissions rapides devant les parents, OK. sur voilà, là on en est là et puis le rythme c'est ça par exemple. Et puis après, on aide les parents à s'installer. Voilà, la maman va changer, passer du transfert du brancard au lit. On va aider à peut-être brancher la perfusion, brancher le monitoring, la couvrir. Et puis, il y a toujours un regard, une main posée en disant: «Papa, tiens, viens te placer par ici, reste près d'elle». En fait, il y a un moment où vous êtes tous réunis et où les parents, voient, Oui, physiquement parlant, oui, tout ce qui est en train de se transmettre d'une équipe à l'autre et je pense que oui, j'imagine que ça doit être rassurant pour eux, en fait. ouais. Puis j'ai pas commencé par ça, mais on présente aussi les uns et les autres. Hein, Ah c'est-à-dire oui. que chacun dit Mmh. son prénom et nous on va dire: «Bah, voilà, et je donne le prénom aussi de la maman et du papa», hein. Mmh. Par exemple, il peut y avoir assez vite aussi, un examen, hein, un toucher vaginal. Bah, là, je les mets en lien aussi. «Tiens, regardez-vous, allez, c'est toi le chef, maintenant tu pousses», voilà et puis là, nous, notre rôle, il est plutôt d'accompagnant, hein. Ouais. On va se mettre en retrait. Déjà, bah, il y a un transfert, total de responsabilité quand on arrive, sur place, hein et puis, si, la naissance est imminente, on peut demander à rester et là, ce sera la sage-femme et le médecin qui vont décider si on peut rester. Voilà, moi, Mmh. ça m'est arrivé, qu'une seule fois qu'on me dise que je puisse pas rester, mais si on peut, on est là. Dans le cas où c'est imminent, comme tu viens de dire, s'il y a quelque chose, Oui, oui, qui a priori prendrait un peu plus de temps, vous finissez par, retourner, à la maison de naissance, c'est ça? oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs heures. Mmh. Nous, ça fait souvent aussi plusieurs heures qu'on est là. On est
pas toujours sur place, mais on est quand même impliqué dès le début, hein. Ouais, Il y bien a sûr. eu un appel, parfois sur une nuit, et puis finalement on se retrouve encore la nuit d'après. Il y a quand même de la fatigue accumulée aussi. Ah bah, c'est sûr, oui. Ils sont aussi mieux avec des sages-femmes qui se relaient aussi, hein, là, toutes les 12 heures. Mmh. Oui, oui. Tu viens de nous parler un peu de comment ça pouvait se passer, l'imprévu, justement quand il y a une, sortie du parcours, physiologique et des fois, il y a des accouchements qui sont inopinés, qui arrivent, plus vite que prévu. Donc là, on sort pas de la physiologie en tant que telle, mais ça pourrait arriver, soit en cours de route. On a déjà eu des invités qui, bah, malgré la proximité au domicile, hein, on a eu des invités sur un trajet d'1/4 d'heure, ça s'est quand même fait dans la voiture, dans ces moments-là, comment vous arrivez à intégrer ce genre de données? Est-ce que vous donnez des informations dans cette éventualité aux parents au moment des préparations? Alors, moi, c'est un sujet que j'aborde toujours dès lors que les parents attendent, leur 2e, 3e et plus. Un 1er, j'en parle que si on me pose la question: «Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accouchement inopiné à la maison ou sur le trajet?» Déjà au moment de la séance sur la poussée, hein, on peut venir dire, «Tiens, elle sera de quelle couleur la tête de ton bébé?» Et puis, que la tête naît sur, une contraction, puis qu'après, ben, la contraction est passée, que la plupart du temps, il y a aussi la naissance de l'épaule sur la contraction d'après, mais que du coup, on a aussi parfois 2-3 minutes entre la naissance de la tête et des épaules. On montre aussi l'aspect voilà, un papa qui observe, son bébé et puis qui voit une tête qui est bleutée et souvent même allongée, hein, par le passage, Mmh. dans le bassin, mais ça peut faire un peu peur. Bah, si on vient normaliser ça déjà, ça je pense ça prépare aussi. Donc ça, c'est de base pour l'accouchement en maison de naissance. Voilà, sur un accouchement inopiné, eh bien, on va redire que sur cette pause, il y a rien à faire à part amortir la chute. Mmh. J'aime bien que la maman ait les fesses proches du sol quand même, parce qu'un accouchement debout, un bébé, ça glisse beaucoup et ça vraiment, si une femme accouche debout en maison de naissance, on est souvent, 2 à l'attraper si le papa veut l'attraper, hein. Voilà, là, si il est tout seul le papa, je lui dis, de dire à sa femme de se mettre à 4 pattes. Dans un lieu, on peut circuler aussi autour d'elle, de préférence, et puis qu'il y a pas grand-chose à préparer à part des serviettes, va falloir éponger, mais aussi que la mère ait bien chaud, et puis il va falloir aussi sécher le bébé, voilà, et puis, les bonnets également. Donc je lui dis de rassembler tout ça, je lui dis ensuite d'appeler le SAMU. Voilà, on est sur une naissance inopinée à domicile, c'est pas programmé, quand bien même moi je vais me mettre en route pour venir les soutenir et puis aussi également assister à la naissance par téléphone si elle a lieu pendant mon trajet. Eh bien, je leur dis d'appeler le SAMU pour les prévenir. Ils vont envoyer les pompiers, puis le SAMU et puis, je leur dis de laisser la porte ouverte, de pas raccrocher tant que le SAMU n'a pas dit de raccrocher et ensuite je leur dis de me rappeler. Comme ça, je peux aussi guider dans les sons, je peux entendre aussi la naissance, noter l'heure au passage. Ce qui se passe dans ces situations-là, en fait, hein, c'est que, voilà, parfois la naissance, on est un peu entre 2 et puis, pas l'impression que peut-être 1 ou 2 contractions, elles sont très courtes, elle gère super bien, un grand sourire et puis tout d'un coup, ça s'enchaîne et puis là, on passe dans une phase active qui est très courte, une dilatation, très rapide et puis, elle sent que ça pousse et là, voilà, c'est par téléphone, on entend aussi les sons émis, hein, Mmh. et ça m'est arrivé aussi de dire: «Écoute, là, tu peux prendre la route, vas-y». Il faut un petit peu de poigne pour, faire bouger sa femme qui a des contractions. Dire: «Écoute, là, dès que la contraction passe, là, hop, elle avance petit à petit, hein, pour venir, à la maison de naissance». Et puis, certaines, on entend vraiment, des sons de poussée et là, on se dit: «Ah oui, prends des serviettes et un bonnet» et puis, oui, la naissance va avoir lieu à la maison, quoi. Je me permets juste une parenthèse pour, les gens qui nous écoutent et qui seraient, en train d'attendre ou avec un projet de premier enfant. Pourquoi le bonnet? Tu le répètes à plusieurs reprises. J'entends les serviettes pour couvrir, tout le monde, mais pourquoi c'est si important de couvrir la tête d'un bébé? Alors, le bébé, quand il arrive, il est tout mouillé déjà et ça va être la priorité de le sécher. On va mettre une serviette et puis, il faut absolument qu'il ait pas de déperdition de chaleur.
La tête chez un nouveau-né, c'est quand même très important, en termes de volume aussi de peau, hein. Ça lui permet aussi de bien se réchauffer avec ce bonnet. S'il a beaucoup de cheveux, hein, la serviette, elle va être très rapidement mouillée, mais le bonnet peut aussi être très rapidement mouillé. Il faut changer ensuite de serviette et on va aussi changer de bonnet s'il y a beaucoup de cheveux. Voilà, qu'il soit bien au chaud, bien au sec. Ouais, et quand tu dis sécher, on parle pas de frotter, forcément le bébé, mais bien de Ah oui! l'envelopper. Oui, 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 on l'enveloppe et puis on passe entre maman et bébé et puis, voilà, faut pas que ça soit mouillé entre eux. Puis c'est vrai que tout dépend aussi de la température, de où a lieu la naissance. Oui, bien sûr, mais c'est pour, bien comprendre, Dans la voiture, par -9, voilà, du poids du bébé aussi, hein. C'est vrai qu'il y a des bébés qui naissent, 4 semaines avant le terme, d'autres, vraiment un peu plus matures à 4 terme. jours après le terme, Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ceux qui naissent 4 jours après le terme vont avoir un peu plus de graisse que le bébé qui, naît, 4 semaines avant a priori. et puis il aura un peu plus de capacité à téter, à se réchauffer, il sera un peu moins somnolent. Si à la naissance, il brûle beaucoup, beaucoup d'énergie pour se réchauffer, ben, voilà, il y a le risque aussi d'hypoglycémie, et puis là, on part vers, bah, j'ai un peu plus de mal à téter. Mmh. Donc c'est toujours favoriser la physiologie que de mettre un bonnet. D'accord. Merci pour la parenthèse, pour la précision. Souvent, quand il y a quelqu'un qui est témoin d'une naissance et qui n'est pas professionnel, j'ai le sentiment qu'il y a une envie d'agir et d'être acteur, et potentiellement peut-être d'aider le Oui. bébé. Qu'est-ce que tu dirais à Alors propos moi, de je ça? dirais de surtout pas toucher. On amortit la chute, c'est tout. Hein, en plus, c'est une naissance qui va Mmh. vite. En général, c'est que ça va bien et du coup, il y a vraiment rien à faire. Alors nous, évidemment, dans cette phase où la tête naît, puis ensuite les épaules, on est formé en tant que, Mmh. sage-femme à détecter, une situation dans laquelle il faudrait intervenir et faire des manœuvres. Mais pour ça, il faut connaître, la mécanique entre, les épaules du bébé, le bassin de la maman, Oui, bien les sûr. gestes à faire, hein. Voilà, le risque de toucher, c'est de venir faire une dystocie des épaules qui n'aurait pas eu lieu si tout s'était fait naturellement. Mmh. Quand on voit, des postures sur la séance sur la poussée avec les parents, on voit toujours des postures où on va ouvrir grand les diamètres inférieurs du bassin. Et donc là, ça pourrait être aussi, voilà, par téléphone: «Tiens, j'entends que, la tête est née», hein, et puis ensuite on attend la contraction d'après. À la contraction d'après, le bébé est censé venir, hein, voilà. Et donc là, on pourrait aussi par téléphone, peut-être, ça m'est jamais arrivé, mais venir dire: «Bah, tiens, prends une posture qui ouvre grand les diamètres inférieurs pour ouvrir grand, ton bassin». Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, c'est souvent, enfin, de ce que j'en sais, tu me Oui, corrigeras si je me oui, trompe, il y a un léger temps de latence parfois une fois que la tête est sortie, qui peut être un peu, oui, long quand on attend la oui. contraction d'après, mais c'est pas que le travail s'est arrêté, c'est vraiment un temps de latence à fond là. Exactement, hein, la contraction, la tête naît sur une contraction, puis forcément on attend la contraction d'après, hein. Quand il y a une bonne dynamique, ben, on a des contractions toutes les 2-3 minutes, hein. Donc ça, c'est quelque chose de physiologique. Mais c'est sûr qu'on a l'impression que le bébé est né. Ben non, il est pas né, hein. Il sera né quand il sera totalement sorti. Et c'est vrai qu'on attend qu'un bébé soit bien rose à 1 minute de vie, voilà. Là, la tête est née, elle est bleutée, parfois elle est allongée et on attend. Il va se Et colorer c'est OK. dans la minute qui suit la naissance, Mmh. voilà. Et Mmh. c'est OK, hein, il est encore en circulation fœtale et puis, bah, avec ses premières respirations, il va s'oxygéner et puis il va se colorer aussi. Ouais. Il y a pas à paniquer, à essayer d'attraper quoi que ce soit. En fait, je me souviens d'une de nos invitées qui, du coup, a accouché, sur le bord de la route, Oui. parce qu'ils étaient pris dans les embouteillages, malgré un trajet très court. Ils étaient en haut-parleur avec, la sage-femme, bloqués, qui les a rejoints sur le bord de la route, les pompiers aussi. Et en fait, il y a eu ce moment où il a eu envie, il a demandé s'il devait faire quelque chose justement. Et du coup, elle lui a dit de rien faire et le bébé est né et tout s'est très bien déroulé. Mais ça fait vraiment écho du coup à ce que tu dis, ne Ils ont pas envie de céder en tirer, fait ouais, c'est ça. à la peur de ce qu'on voit en tant que non professionnel. Voilà, rester un maximum en lien avec, les Mmh. personnes qui vont arriver sur place au moment, de la naissance ou en tout cas, dès qu'ils peuvent quoi. Oui. Toucher un minimum pour entraver, le moins possible le déroulé qui, a priori, est en train de se passer. Mmh. Plutôt bien parce que sinon ça serait peut-être Mmh. pas arrivé comme ça, mais Oui. Enfin, je dirais protéger, le rythme de la naissance, la physiologie de la naissance. Voilà, mmh, ça, c'est un Mmh. rythme qui est normal.
hein. Et pour la délivrance, c'est pareil. Voilà, on va pas tirer sur le cordon, on va choisir des postures. Déjà, on va être à l'écoute, hein. On va se dire: «Bah, tiens, la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas né. Donc oui, j'ai en tête que mon placenta, il faut qu'il sorte». Voilà. Et donc on va être attentif à est-ce qu'il y a, des douleurs? Est-ce qu'il y a une pesanteur? Quelque chose qui gêne? Voilà, c'est pareil, hein, on vient aussi dans quelque chose d'assez instinctif, hein, parce c'est pas très gentil de parler comme ça, du placenta, mais je dis souvent, il y a un truc qui gêne, ça dégage, quoi. C'est aussi physiologique que, d'aller vomir sur les toilettes. Sauf que tout d'un coup, quand on parle de la naissance, on se dit: «Mince, comment je dois me mettre?» Puis on regarde l'autre à côté, laisse-toi faire, ça va se faire tout seul. C'est dans ton corps, voilà, hein. Mmh. Il y a un certain nombre de femmes qui disent, «Ah à partir du moment où je me suis mise debout, à partir du moment où la gravité aussi, Oui, finalement, tout simplement, c'est pas quelque chose qui est évident, mais qui partageait, dans certains épisodes ou lors de certaines discussions, quand ma sage-femme, elle m'a dit: juste, assieds-toi ou mets-toi debout», ça a tout oui, changé. bien sûr, C'est juste qu'à ce moment-là, on est tellement dans un autre état, vu qu'on vient d'accoucher, que oui. des choses aussi évidentes que la gravité, ça fait plus partie de nos options. Puis parfois on a peur, en fait, on n'a pas envie d'y aller, hein. On sent que ça pousse là, mais on peut enrouler un peu les cuisses et remonter un peu Oui. Mmh. et oui, ça soulage, mais c'est pas la posture qui fait avancer la naissance, voilà. Et donc, en numéro 1, évidemment, on va laisser faire, mais si on sent que, voilà, pour la femme, à un moment donné, c'est bien aussi que ça avance un petit peu, qu'elle soit soulagée et donc, là, on va conseiller, hein, au niveau de la posture, d'accepter de s'étirer, mais que les fesses, elles restent plutôt en bas, quoi, hein, et de pousser le bébé vers le bas. Voilà. Et j'aurais envie d'ajouter, 2 petites choses. Il est pas nécessaire, à ce que je sache, aussi de toucher au cordon. Le bébé peut rester accroché à son placenta, il y a aucun problème avec Voilà. ça? On coupe les cordons, au moment où on y pense. La plupart du temps, très souvent 2 heures après la naissance. C'est-à-dire que le placenta, naît, évidemment on reste à 50 centimètres du bébé, hein, pour la délivrance et puis ensuite on prend son bébé, on garde le placenta à côté, on le vérifie, puis on coupe quand on le coupe. Ouais. Oui, ça me fait penser à une naissance à domicile où, ça s'était passé à 1 heure de la maison de naissance et puis, j'avais entendu, l'arrivée, des pompiers, puis du SAMU, j'avais eu ensuite, c'était ma toute première naissance à domicile. Puis il m'avait passé le chef des pompiers, puis le chef du SAMU et puis, maintenant on attendait le placenta. C'est sûr que s'il y a, 15 hommes autour, c'est un peu compliqué pour Mmh. que ce placenta il vienne, quoi. Et heureusement, il y avait une sage-femme qui était montée dans le camion, sage-femme de la maternité et puis je lui avais dit: «Mais fais-la se mettre accroupie, puis tu te mets toute seule avec elle dans la salle de bain, il peut pas y avoir 10 mecs autour, quoi». Et puis là, le placenta est venu, voilà. Et c'était aussi l'avantage de pouvoir ensuite rester, à la maison, pas être transférée, à l'hôpital alors qu'en fait, elle avait tout bien fait Mmh. et il fallait juste qu'elle soit en confiance, en sécurité, en intimité, et clairement là, voilà, c'était pas le cas. Et j'imagine, ouais. 15 hommes inconnus autour de toi, Oui, ouais. Et qui attendent que ça, qui te Alors regardent? j'exagère un peu, pardon. Quand je suis arrivée, il y oui. en avait dans la rue, dans la cage d'escalier, dans l'entrée, dans la chambre, il y en avait partout. Ils respectent l'intimité aussi, mais c'est Oui. l'ambiance, en fait, c'est l'ambiance. On est dans la recherche d'une pathologie, donc d'un risque. Donc voilà, le périnée, on veut regarder pour voir si ça saigne, quoi, hein. Mmh. C'est sûr que dans une posture accroupie, on montre un peu moins son périnée et pour autant, on voit quand même la protection. Bon. Donc en tout cas, le placenta est venu et puis ils ont accepté de m'attendre. Heu, voilà et puis après, j'ai pu faire la surveillance à la maison et puis ensuite, c'est moi qui suis repartie, 4 heures après la naissance. Voilà et les parents sont restés chez eux et c'était, parfait pour eux. Parfait pour moi aussi, j'ai pas eu de ménage à faire. Voilà. Sans transfert, du coup, ils ont pu rester alors chez eux? Voilà, là sur, Je savais pas, je pensais que c'était obligatoire. parce que je suis venue, hein. C'est-à-dire que j'ai fait la Parce que surveillance oui, que parce j'aurais que faite c'était de ta base en responsabilité, quoi. maison de naissance et donc Mmh j'ai fait mh. aussi tous les papiers aussi, déclaration de naissance, carnet de Ouais, santé. De base, le SAMU fait pas tout ça, quoi. Voilà et ils savaient ouais. qu'après, il y aurait exactement la même surveillance que celle qui était prévue initialement en maison de naissance. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est le même protocole qui Ah, le reprend, quoi. protocole, c'est-à-dire qu'ils ont dû me faire confiance, ils ont découvert comment Oui. travailler aussi, hein et en leur disant qu'il y a une sage-femme qui passerait le lendemain, puis sur le lendemain, puis, tout pareil que ce qui était prévu. Et le dernier point, ouais, dont je voulais parler, c'est, un bébé qui pleure pas à la naissance, ça peut arriver Oui. et il faut pas s'inquiéter.
Alors, on entend quand même qu'il crachouille un peu. Oui. Et puis, si par téléphone, effectivement, c'est très silencieux, ben, je vais lui dire quand même: «Frotte-lui un peu le dos». Parce que là, moi, j'ai besoin de savoir comment ça va par téléphone. Voilà. Oui. Nous, en un coup d'œil, on peut coter le score d'Apgar, hein, c'est le score qu'on Oui. donne à 1 minute, 3, 5 et 10 minutes de vie. On regarde la couleur, Mmh. le tonus, la réactivité, le cœur, la respiration, puis il faut avoir 2 sur 2 à chaque fois. Voilà, et c'est pas parce qu'on crie pas qu'on n'a pas 10 sur 10. Mmh. Plein de Mmh. bébés, des naissances qui sont toutes en douceur, dans l'obscurité, ils finissent par ouvrir les yeux et le cœur bat bien, la respiration est parfaite aussi et puis se colore petit à petit. Mais on les a entendus un peu éternuer. Oui, tu sens qu'il y a quelque chose qui circule. Oui, C'est oui. ça. Pour finir, avec, tout ce que tu nous as partagé là et avec toutes les dimensions pour être bien préparé, avec toute la douceur que tu y as mis, quel message tu aimerais transmettre aux futurs parents qui hésiteraient encore, suite à l'écoute de cet épisode, à choisir, un suivi en maison de naissance par peur de l'inconnu et de ne pas gérer un accouchement et notamment sans péridurale puisqu'en maison de naissance, c'est l'idée ou des imprévus quelconques comme, ces fameux accouchements inopinés ou ces transferts non prévus, enfin voilà tout ça. Moi, je vais surtout pas essayer de convaincre. Pour moi, il faut qu'elle accouche là où elle est en confiance et pour certaines femmes, être en confiance, c'est à l'hôpital, Mmh. d'autres, c'est à la maison de naissance, d'autres, c'est à la maison. Voilà, et si elle est en confiance à l'endroit où elle met au monde son bébé, bah, c'est là que ça marchera le mieux. Le grand secret que je donne régulièrement aux parents, aussi bien pendant les consultations qu'en préparation, pour moi, c'est le fait d'être enceinte de ce bébé qui est processus extraordinaire. Ça n'arrivera plus jamais d'être enceinte de ce bébé-là. Vous voyez Mmh. comme on les aime nos enfants là, les manger de bisous là, tellement on a envie de les remettre dans notre ventre. On ne peut plus les remettre dans le ventre après. Même si la fin de grossesse, elle est difficile, on a mal partout, on dort pas bien, au niveau émotionnel, c'est compliqué. Eh bien, je les invite aussi à se mettre dans le moment présent de cette vie qui arrive. Et en fait, elles sont en train de faire quelque chose de tellement extraordinaire aussi, de faire cette vie, ensuite de la mettre au monde, ensuite de la nourrir. Donc ça permet de se mettre dans la joie de cette vie qui arrive, dans la confiance de son corps qui sait Mmh. faire. Hein, on a dit qu'on transmettait des choses, mais en fait, elles ont le droit de tout oublier, on sait qu'elles savent faire. Et on va venir dans l'instinctivité. Et puis aussi dans la curiosité. Quand je parle du massage du périnée, tiens, c'est comment mon corps quand je m'apprête à m'ouvrir grand pour mettre mon bébé? Il est imbibé d'hormones, tout est plus lax, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire ce massage? Peut-être si elle a très peur, peut-être si c'est très tonique, peut-être s'il y a une cicatrice qui est assez fibreuse par exemple, puis que ça rassure de masser. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire de façon scolaire? Ça peut être aussi une exploration. Voilà, je découvre mon corps, plein d'hormones, pour m'ouvrir grand pour mettre au monde mon bébé. Partenaire aussi peut venir découvrir. À la naissance aussi. Tiens, je peux toucher la tête de mon bébé. Et c'est comment mon corps quand il s'ouvre grand pour le mettre au monde. Et c'est ce bébé-là. À chaque enfant, c'est différent. Voilà, il y a des bébés qui viennent au monde, ben, nous, on n'a jamais touché la tête jusqu'à les 2 heures de vie de ce bébé quand on l'examine. Parce que ben, on a eu plein de signes qui montraient que ça avançait. C'est la femme qui a touché. Celle qui me dit: «Mais il est où?» Ben, je dis: «Je sais pas, regarde». Mmh. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans une pensée d'un accouchement à plat sur le dos. Non, là, ça va être compliqué de venir Mmh. attraper son bébé à plat sur le dos. Voilà. Puis Mmh. une fois, j'ai un père qui m'a dit: «Mais moi aussi, je peux. C'est ta femme, c'est ton bébé». Je dis: «Moi, je peux pas te répondre là». Ça met un tout petit peu l'église aussi au milieu du village de qui accouche et puis, bah, c'est eux qui l'ont fait ce bébé donc Mmh. on va les laisser seuls. C'est un beau mot de fin, mais avant de nous quitter quand même, en général, nous, on aime bien poser notre Mmh question. Même si j'ai l'impression que tu as donné peut-être tous les conseils que tu avais mh. sous la main, est-ce que tu aurais une toute dernière astuce à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Ben, pour moi, c'est de venir se mettre dans la joie. La joie de cette vie qui arrive et voilà, même si la contraction, elle est intense, bah, dès que la contraction passe, on va venir dans le relâchement et puis, bah, si on vient dessiner un petit sourire sur son visage en relâchant la bouche, la langue, la mâchoire, les orteils, c'est vraiment du cadeau là entre 2 contractions et hop, à nouveau, il y a une autre contraction qui arrive, bah oui, c'est ça qui fait avancer le travail et ouais, le côté bénéfique de cette contraction.
qui va permettre de s'étirer, émettre des sons, et puis encore faire avancer. Puis ensuite, à nouveau du relâchement et encore la joie. Un immense merci, Camille, Après, pour tout cet échange. À la fois doux, riche et instructif. Moi, j'ai passé un très bon moment, beaucoup d'émotions. Grâce à ton regard de sage-femme, on comprend mieux à quel point une bonne préparation peut transformer la manière dont on vit l'accouchement, même quand les imprévus se présentent avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous. Comme tu parlais au début, il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire. C'est un autre moyen de s'informer que d'écouter un épisode. Et notamment à celles et ceux qui redoutent l'inconnu. Si vous connaissez des gens qui ont un peu peur de ne pas savoir comment les choses vont se passer, peut-être que cet épisode pourra les faire relativiser. Parce qu'une naissance bien préparée, c'est déjà un grand pas vers un accouchement plus serein. Pour nous, c'était important, en tout cas, cette thématique, de comprendre que se mettre dans de bonnes dispositions pour l'accouchement peut, si on peut dire ça comme ça. On vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, mais en attendant, vous pouvez retrouver, comme toute fin de thématique, sur notre site un nouvel article de blog dédié à la périnatalité qui sortira donc mardi prochain à la place de l'épisode. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle thématique. Au revoir Camille. au revoir Julie, Capucine. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci à toi d'avoir été notre invité. Au revoir, à bientôt, bonne continuation. Merci, au revoir. De rien, merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.